Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au cycle master de Sciencescom. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou, et juger de l'intérêt pour vous du cycle master de Sciencescom. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Sciencescom. Valérie Claude Godilla, vous êtes la directrice de Sciencescom, bonjour. Bonjour. Marie-Cécile, tu es étudiante en première année de master en spé média. Média, oui, bonjour. Bonjour. On vous laisse 2 minutes pour présenter le programme. C'est le speech. Chut. Valérie, c'est à vous. Donc, le cycle master de Sciencescom est une des 2 formations initiales proposées par Sciencescom. Sciencescom étant elle-même une des 3 écoles d'Audencia Group. Sciencescom est spécialisée dans la formation à la communication et aux médias. Donc, nous recrutons pour le cycle master des étudiants à Bac+3 pour un cycle qui dure 28 mois. Sur ces 28 mois, 16 mois sont consacrés aux cours, aux enseignements, dont 4 mois à l'étranger, plus 12 mois de stage, donc de mission professionnelle. Ces stages se répartissant en 2 fois 6 mois, en M1, en M2. L'école est basée à Nantes. L'école fête cette année ses 30 ans. Un anniversaire, une date que nous allons bientôt fêter. Et l'école est également à 3 spécialisations principales, donc communication des entreprises et des institutions, communication de marque et médias. L'école a également donc, une activité de formation continue, mais une activité de formation initiale, donc bachelor plus cycle master dont nous allons parler plus en détail, et ainsi qu'une activité de formation continue pour les professionnels de la communication et des médias. Marie-Cécile, un mot sur ce que tu as fait avant Sciencescom, pour qu'on arrive un petit peu à situer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais Oui, moi j'ai fait un BTS communication à Rennes et j'ai intégré Sciencescom en bachelor spécialisation média. J'y étais toujours cette année en M1 et j'y serai encore l'année prochaine en M2 avec le parcours Erasmus, comme vient de le dire Valérie Claude Godilla, où je pars 4 mois en Inde. Et voilà. Très bien, vous connaissez les règles du jeu, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que l'heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. On se spécialise dès le M1. La question que je me pose, c'est de savoir si on choisit un track ou des électifs à la carte. Alors, on fait les 2. Les étudiants choisissent leur spécialisation quelques semaines après leur arrivée à l'école. Donc, on leur demande, il y a des présentations des spécialisations par les enseignants, par également des professionnels avec présentation des métiers. Ensuite, en cours d'année, les étudiants ont également à choisir des cours électifs. Donc, il y a une liste de cours électifs qui est proposée, une quinzaine de cours électifs pour chacune des années. Qu'on arrive rapidement à voir, en fait, quelle est la proportion entre tronc commun, spécialisation et électif? Les troncs communs, on va être environ sur 50-60% du cursus. La spécialisation, 30-35%, et les électifs vont représenter 10% du cursus. Donc, dans les grandes lignes, les spécialisations possibles. Donc toi, tu es en média. Je suis en média et à institution et com de marque. Ok. Il y a 3 spécialisations. On est absolument sûr d'obtenir la spécialisation qu'on veut, ou est-ce que ça se bouscule au portillon pour obtenir l'une? Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Qui veut faire... Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Ok. Il faut avoir une idée avant de venir quand on se présente? Alors, on pose la question au moment du concours. On interroge les candidats, on leur demande s'ils ont déjà une idée des spécialisations, mais on considère que c'est également la mission de l'école de présenter les spé et d'aider les étudiants à maturer leur projet professionnel et donc à maturer également leur choix de spécialisation. Est-ce que je peux venir d'ailleurs en disant moi la spécialisation, je ne sais pas encore exactement ce que j'ai envie de faire, juste je suis intéressé par la communication et les médias, je ne sais pas?
je dirais, on va tester la motivation pour la com et les médias. Par contre, si un étudiant n'est pas clair sur l'aspect qu'il veut choisir, pour nous, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout rédhibitoire. Ok, donc je veux dire, si on n'est pas encore exactement sûr, mais il vaut mieux au moins savoir quelle est la différence entre les deux. Il ne faut pas se pointer. C'est possible de changer après aussi, puisque par exemple, certains prennent une option, une spécialisation en bachelor, et puis en master 1 prennent une autre spécialisation, c'est complémentaire, et puis s'ils aiment, ils gardent, et puis sinon, ils reprennent. Une spécialisation média comme ça pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, me rendre compte que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et changer. Ça, on essaie d'éviter. Ouais, pas dans la même année, on garde la spécialisation. Après, pour l'année suivante, c'est possible. Donc je peux en faire une en M1 et une autre en M2. On essaie d'éviter. C'est-à-dire qu'entre le M1 et le M2, autant entre le bachelor et le cycle master, je dirais, on n'a aucun problème à ce qu'un étudiant change de spécialisation. Le stage qu'il a fait en bachelor peut avoir contribué à le faire changer. En revanche, entre le M1 et le M2, c'est soumis à validation de l'équipe pédagogique. On valide que l'étudiant est bien sur son projet professionnel et ne fait pas, je dirais, son shopping. Ok, donc il ne s'agit pas de faire du shopping ou du slalom entre. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir aussi un stage qui soit en rapport avec la spécialisation? Oui. L'école n'est pas en train de changer de fond en comble depuis qu'elle est dans Audencia. Alors, Sciencescom a effectivement rejoint Audencia Group en 2010, donc là, ça va faire 4 ans. Inévitablement, cette fusion avec Audencia a entraîné des évolutions. Est-ce que c'est une fusion ou est-ce que c'est une absorption? C'est une fusion. C'est une fusion. On a apporté le meilleur d'Audencia à Sciencescom tout en gardant la spécificité de Sciencescom. Concrètement, en fait, qu'est-ce que ça change pour les étudiants? Je veux dire, le fait d'être dans Audencia, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Moi, j'irais avantage, j'irais expertise forte sur l'enseignement, expertise forte par exemple sur le conseil carrière, puisqu'on a une direction des relations entreprises et du conseil carrière pour les étudiants qui s'adresse à plus de 3000 étudiants chaque année et ça depuis de nombreuses années. Donc une vraie expertise du conseil carrière, une vraie expertise de la relation entreprise. Ça veut dire qu'on a plus de moyens en fait pour les stages, etc. Je veux dire, les offres de stages qui sont reçues, les personnes qui sont à disposition des étudiants, on a des nouvelles ressources qui sont mises à disposition. Du coup, on est en concurrence aussi avec les camarades d'en face. Non, pourquoi? Non, pas vraiment. Non. Non, on est sûr. On peut avoir quelques étudiants à Audencia, Nantes, école de management par exemple, qui vont aller sur des cursus en communication, mais ça reste un petit nombre d'étudiants et il n'y a pas de concurrence qui apparaît. Ok, d'accord. Pour les relations internationales, dans le principe, ça veut dire quoi? Vous avez fusionné les... Audencia, c'est plus de 150 partenaires internationaux. Là, il y a 2 ans, Sciencescom, on avait une vingtaine de partenaires internationaux. On est à plus de 45 aujourd'hui. En moins de 2 ans. Ça veut dire qu'en fait, ça augmente petit à petit les possibilités de partir à l'étranger. Et ça, c'est grâce... la structure Audencia Group, elle facilite fortement ce développement. Okay, alors ça, c'est les avantages, mais il va bien y avoir des inconvénients quelque part. Je veux dire, vous avez bien un peu perdu votre âme en vous fondant dans ce mastodonte qu'est Audencia. Moi, je ne suis pas d'accord parce que... Vous n'êtes pas d'accord. Bon, je m'y attendais, mais bon... Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est... Après, je dirais, il y a effectivement, Sciencescom était une école indépendante, une école avec une équipe d'une vingtaine de personnes, enfin 20-25 employés. Inévitablement, le fait d'être intégré, de fusionner avec 2 autres écoles, dont une de taille beaucoup plus importante, inévitablement, ça a entraîné des changements. On ne peut pas... Alors, quels sont-ils, justement? On essaye de voir, en fait. La taille des promos a changé ou pas? La taille des promos, la taille du cycle master, des promos du cycle master a évolué, mais ça, c'est un choix délibéré. D'accord. On est combien en ce moment? Aujourd'hui, vous êtes 114 en M1. 114 en M1. 114 en M1, oui, ok. Bon, ça reste petit quand même, je veux dire, même si on fait partie du groupe Audencia. Oui, c'est pas un mastodonte. Hein. Oui, bon là, c'est clairement pas un mastodonte, 114. On attend quand même le temps de voir les gens et de connaître les gens, j'imagine, Valérie. On connaît nos étudiants. Oui. Et puis même entre nous, moi ma spécialisation média, par exemple cette année on est 35, l'année dernière on était encore moins, on était 15 je crois en bachelor. Donc ça reste quand même, on se connaît tous quoi. Ok, le lien, il y a d'autres liens, mis à part justement les services carrières et les services internationaux avec Audencia. Est-ce qu'il y a des liens avec le entre reste, les étudiants ou... Ouais. Est-ce qu'il y a des BDE communs? Je pense par exemple, le bureau des sports, les étudiants de Sciencescom ont accès au bureau des sports d'Audencia. Okay. Ça, on n'avait pas cette offre. On est une école qui aujourd'hui est basée en centre-ville. On n'avait pas d'offre, il n'y avait pas d'offre de sport à l'école. Vous n'avez aucun défaut, il n'y a aucun petit, je sais pas, il n'y a aucun grain de sable dans la chaussette, rien. Bon, on n'en saura pas plus. Je vous reposerai la question tout à l'heure, Valérie. Certains auraient peut-être un avis différent, mais je dirais, si on regarde les retours des étudiants, de l'équipe pédagogique, des entreprises qui accueillent nos étudiants en stage, et puis ensuite pour un emploi,
et les diplômés. Sans compter que sur le CV, pour le coup, il y a en plus le mot Audencia dessus. Ça joue, oui, non? Oh, je pense que ça doit jouer, c'est même pas je pense, ça joue forcément. Ça va faire de mal. C'est ce que nous disent les Oui. étudiants. Oui. C'est ce que nous disent et on l'a constaté sur l'insertion professionnelle. On vous reposera la question. Est-ce qu'il faut déjà y connaître quelque chose dans le domaine de la com, des médias pour entrer à Sciences Com? Quels sont les prérequis à avoir? Question 2 en 1 en fait. Voilà, c'est ça. Moi, pour le coup, bon, je venais d'un BTS Com, donc je connaissais déjà certaines choses, mais j'ai des amis qui sont venus de filières complètement différentes. Et non, en fait, il y a une remise à niveau. Sciences Com fait quand même une remise à niveau pour les gens qui intègrent Et donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de la communication avant ou quoi que ce soit? Non, pas forcément. Puis c'est complémentaire, justement. C'est tout l'intérêt, même parfois, d'intégrer un master en ayant fait une école de commerce avant, par exemple. Je sais pas si j'ai fait une licence de lettres, par exemple, c'est possible ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a des profils qui sont, j'allais dire, non acceptés ou moins acceptés ou qui réussissent moins bien? Non, parce que ce qu'on se constate, alors un étudiant qui passe le concours et qui n'a pas de profil, qui n'a pas suivi de cursus en communication et en médias, on va, je dirais, le cuisiner un peu plus qu'un étudiant qui a fait le choix de la com et des médias dès le bac. D'accord, parce qu'on se dit que son prof... Donc quand vous dites cuisiner, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez... On va l'interroger sur ses motivations pour les métiers. On va vérifier que cet étudiant, il n'est pas dans l'illusion, dans le fantasme des métiers de la com, des médias, du journalisme. On va creuser sa motivation pour un projet professionnel et une appétence pour le sujet de la com et des médias. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a des étudiants avec des profils en histoire, en langue, on a eu archéologie, droit, éco. Alors, j'ai entendu le mot remise à niveau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cours pour eux supplémentaires quand on arrive en M1? Oui, on a mis ça en place cette année. Donc, il y a eu un séminaire d'intégration et on va le renforcer l'année prochaine. Alors, de quoi on parle quand on parle de séminaire d'intégration? Ça prend quelle forme? On va avoir un certain nombre de cours. Ces étudiants vont faire une pré-rentrée. Ils vont arriver avant les étudiants qui ont suivi un cursus en com. Combien avant? C'est une question très importante. Cette année, on va être sur une dizaine de jours avant. Ok, donc ça fait 10 jours de vacances en moins. Bon, c'est pas excessif, ça. On est sur tout début septembre, donc il y a quand même eu 2 mois avant. Non, et sérieusement, c'est une question intéressante dans la mesure où comment est-ce que vous faites pour harmoniser en fait les niveaux entre les gens qui ont déjà fait de la com depuis 3 ans, on en a un exemple devant nous, et puis ceux qui n'ont jamais touché? Alors, de deux choses une, soit les uns vont s'ennuyer comme pas possible, soit les autres vont rien comprendre, mais quelque part, il y a... Bah oui, c'est un peu possible, parce que nous, forcément, on connaît déjà, quand on a fait 3 ans de com, au début d'année, Master 1, c'est de la redite, enfin, pour nous, on connaît, mais ça dure pas non plus 3 mois, et puis on parlait des électifs tout à l'heure, et pour ceux qui n'ont jamais fait de com, pour le coup, ils auront des électifs encore plus ciblés com, qui va encore plus les aider à se mettre à niveau, et nous, on prendra d'autres électifs qui vont nous apprendre des choses qu'on connaît pas, donc c'est surtout les électifs aussi qui vont permettre... Au final, il suffit d'avoir une licence. Oui. Les proportions, en gros, les proportions qu'on arrive après à avoir, ça vient quoi, de 60% d'étudiants qui ont un profil en com, et 40% qui ont fait autre chose. Un tiers, 2 tiers, 60-40, on est sur ces niveaux. Vous dites sur votre site que durant les épreuves écrites, il faut savoir argumenter et donner son avis. Ce n'est pas la même chose. Faut-il vraiment prendre position? Comment s'entraîner pour l'épreuve de synthèse? Des annales sont-elles disponibles? Alors, question 18 en 1. On va peut-être commencer par nous. Les annales sont disponibles? Oui, on les trouve sur votre site? Oui, elles sont disponibles sur le site. Alors, il y a un petit questionnaire à remplir et à partir du moment où on a rempli le questionnaire, on peut accéder aux annales des années précédentes. D'accord. L'épreuve de synthèse? Alors, l'épreuve de synthèse... Comment est-ce qu'on prépare pour l'épreuve de synthèse? L'épreuve de synthèse, c'est une épreuve de 4 heures qui demande... Alors, on se prépare en prenant connaissance des sujets et des dossiers qui ont été présentés les années précédentes. Et puis, on fournit également des conseils de préparation. Donc, il y a des ouvrages, quelques ouvrages qui existent comme guide de préparation. Donc, il y a une page sur votre site internet où vous donnez quelques conseils, etc. Nous, on donne un guide de préparation. Ensuite, on va aussi faire appel à des qualités qui ont été développées précédemment dans la scolarité, les dissertes de philo, les épreuves écrites. On imagine que les dissertes de philo vont nous aider plus que les équations, oui, d'accord. Comment est-ce que tu t'es préparé, toi, Marie-Cécile? Moi, j'avais surtout avalé des annales de culture générale. D'accord. Après, j'ai pas un souvenir... j'avais plutôt bien réussi le concours. Est-ce qu'il y a besoin d'une préparation particulière? C'est ça la question, parce que oui, l'épreuve de synthèse est quand même c'est un exercice qui n'est pas facile en soi. On a l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de programme qu'on peut s'y aller les mains dans les poches
Et c'est souvent... C'est faire des exercices. Moi, toutes les personnes à qui je suis à Sciences Com, quand on a parlé de notre préparation du concours, c'est s'entraîner avec des annales, rédiger. Et puis voilà, moi, c'était plus la culture G. Donc, on rappelle que c'est quand même l'épreuve maîtresse. Oui, avant les oraux. Oui. Donc, à l'écrit, donc il y a 3 épreuves à l'écrit, l'épreuve de synthèse, un QCM de culture générale et un QCM, enfin une épreuve écrite d'anglais. L'épreuve de synthèse, dure 4 heures et a un coefficient de 6 sur 10. Les deux autres épreuves étant à 2. À 2. Donc ça fait vraiment, ça fait gros. Donc c'est déterminant. C'est déterminant. L'épreuve de synthèse est déterminante. Un étudiant qui aurait une mauvaise note sur l'épreuve de synthèse et une très bonne culture générale... Alors, quand vous parliez de prendre position... C'est d'exprimer un avis. Ça veut dire quoi? Il faut donner son avis. Moi, je pense que, on écrit dans la copie directement. On va peut-être pas écrire nous pensons nous pensons, ou je pense que... Ok, d'accord, donc on peut tout à fait littéralement prendre position comme si, donc il faut vraiment... L'argumentation, le dossier fournit des éléments. Donc on a un certain nombre d'articles dans le dossier qui est soumis au candidat. Il n'est pas interdit, si le candidat a des connaissances par ailleurs, de les mentionner. Ça, c'est absolument pas exclusif et c'est très bien. Par contre, on va lui demander d'argumenter, de présenter une logique et on va lui demander de prendre une position. Alors, de donner dernière question sur le sujet de la synthèse. Est-ce que c'est une épreuve de synthèse un petit peu similaire à toute autre? C'est-à-dire, si je prends un bouquin qui prépare à l'épreuve de synthèse ailleurs, est-ce que ça collera à peu près? Ou est-ce qu'il y a vraiment des exigences particulières à Sciences Com? Ou est-ce que vous avez un format particulier Non, mais par contre, ce que nous disent les candidats, c'est qu'ils apprécient la qualité des sujets. C'est-à-dire ils sont attentifs. Toujours en lien avec la communication ou est-ce que ça peut être l'eau dans le monde Non, c'est en lien avec la communication et les médias et la société et des grandes thématiques. C'est quoi comme thématique qui va tomber pour la prochaine fois? Là, par exemple, on a eu un sujet sur la communication positive. On a eu un sujet sur art et communication. On a eu également un sujet une culture sur la communication, ça peut faire de mal. Big data. Oui. C'est sûr. D'ailleurs, juste dernière parenthèse sur les questions de culture générale. Est-ce que c'est forcément en lien avec la communication? Non, je dirais c'est quoi, 20%? 20% de communication et le reste c'est très général, ça peut être... C'est histoire, géo, littérature, film. Bonjour, j'ai une question sur les statistiques des admissions. Est-il plus difficile de rentrer en M1 ou en M2? Non. C'est pareil? C'est pareil. Vous en prenez combien en M1, combien en M2? Alors en fait en M2 on est sur de l'admission parallèle. Donc là on est sur un plus petit nombre d'étudiants. On a 10-15 étudiants qui rentrent en M2 chaque année. Et en M1, il y en a combien environ? On est sur 110-120 étudiants. Quand même, donc ok, donc le M2 c'est vraiment, c'est résiduel presque. Oui, et on est sur le M1, on est plus de 90% des étudiants, 95% des étudiants poursuivent en M2 à Sciences Com. D'accord, mais c'est comment dire, c'est les mêmes épreuves? Ah non, c'est pas la même épreuve, mais c'est la même nature d'épreuve. C'est la même nature d'épreuve, mais c'est pas la même. Mais je veux dire, ça veut dire quoi? Vous demandez quoi de plus pour le M2? Le sujet est censé être plus compliqué sur le M2. Voilà, on s'adresse à un niveau d'études supérieur. Et pour le coup, pour rentrer en M2, est-ce qu'il faut avoir fait de la com avant? Non, on a quelques étudiants qui rentrent, qui n'ont pas de profil de communication. Ok, donc des gens qui viennent directement pour le M2 en fait. Ok, bien. La spécificité, c'est que les étudiants qui rentrent en M2 ne font pas de semestre d'études à l'étranger. Donc là, ils ont un premier semestre intensif sur la com et les médias. Donc on est plutôt à l'inverse. Ils ont une scolarité un peu plus adaptée en fait. On est à l'inverse, on est plutôt sur des profils qui n'ont pas fait de communication et les médias qui rentrent en M2. Ok, mais de fait, c'est presque un master spécialisé en fait, quand on fait juste le M2 en fait. On est sur 16 mois, donc on est sur un beau master spécialisé. Au final, si on fait un semestre à l'étranger, un semestre de stage, on ne fait qu'un an de cours, c'est pas short. Non, parce qu'en M2, ça veut dire qu'on fait 10 mois de cours. Un étudiant qui rentre à Sciences Com en M2, il est en cours de septembre à fin juin. À fin juin. Alors pour ceux qui rentrent en M1, donc là, j'allais dire la procédure plus classique. Oui, donc là, il y a 16 mois de cours. Puisqu'il y a 6 mois à Sciences Com, enfin 2 fois 6 mois à Sciences Com, plus 4 mois à l'étranger. Le semestre d'études à l'étranger, ce n'est pas un semestre touristique, c'est un semestre d'études dans le champ de la communication et des médias. Mais de fait, on passe qu'un an à Sciences Com, véritablement. On passe 12 mois à Sciences Com, oui. Ok, donc comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce qu'on peut agencer ça comme on a envie? On peut partir quand on veut? Ou est-ce que c'est vraiment ça suit? Aujourd'hui, la scolarité est fixe. Enfin, donc, les modalités. Premier semestre à Sciences Com. 6 mois à Sciences Com,
6 mois en stage, 4 mois à l'étranger, 6 mois à Sciences Com et 6 mois de stage. Et encore une fois, 6 mois de stage. Voilà. Parce qu'en fait, on fait combien? Un an de stage en tout? 12 mois de stage. 12 mois de stage. Donc on est sur un cycle master de 28 mois. Globalement, pour partir à l'étranger, on obtient à peu près la destination qu'on veut et l'école qu'on veut, ou est-ce que ça se bouscule au portillon, pareil? Non, oui, ça se bouscule, puisque ça dépend du classement de l'étudiant, donc c'est important d'avoir un bon classement si on veut la destination. Certes. Mais globalement, les gens, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'il y a des déçus chaque année? Bah, il y a eu des déçus, forcément. Après, il y y en a qui ont mis ce qu'ils aimaient, ils ont eu. Mais en général, oui, les gens ont été, dans mon entourage d'étudiants à Sciences Com, ont eu d'autres destinations, mais ils étaient quand même satisfaits. Mais oui, il faut avoir un bon classement pour obtenir vraiment la destination qu'on veut, mais ça dépend, parce que certains l'ont obtenu. Un petit peu les destinations, je veux dire, on risque pas de se retrouver en Moldavie, ou encore que la Moldavie c'est très joli, je veux dire, en plus. Faut pas qu'il y ait de Moldaves qui nous écoutent là. Ça arrive toujours, c'est possible qu'un étudiant se retrouve dans une destination qu'il n'a pas souhaitée, mais au final, il y a eu des Master 2 là, qui nous disent moi j'ai eu la Lituanie l'année dernière, je pense à ça parce qu'une personne m'en avait parlé, elle était dépitée, et puis ça s'est très bien passé. Et elle a beaucoup aimé son Erasmus, mais bon, il y a quand même une majorité de gens qui ont... L'année dernière, on avait le Maroc, et c'était style, on envoyait les étudiants vraiment sur une destination inintéressante à Casa. On a un partenariat avec l'ESCA, qui est une très bonne école, et les étudiants étaient dépités de partir. Et cette année, le Maroc est passé dans les top priorités, parce que les étudiants qui sont allés au oreille ayant fait... L'année dernière, c'était la première année, enfin, donc la promo d'avant, la promo d'avant, Marie-Cécile a été la première à partir. Donc la Marie-Cécile, c'est des départs à partir de cet été. Donc là, ce sera donc la deuxième année. Et donc là, il y a eu les feedbacks, et toutes les destinations sont intéressantes. Oui, voilà. Donc il y a des étudiants qui sont allés à Gand, au début, ils disaient Gand, et ils ont été enchantés de leur semestre d'études. On passe à la question experte. Question experte que voici. Votre nom mène à une question de doctrine. Autant Sciences Po fait référence à la science politique établie depuis longtemps, autant Sciences Com sème le doute. Prétendez-vous enseigner une science? Bah oui. Alors, y a-t-il une... Okay. Est-ce que ça existe, la science de la communication? Science de l'information et de la communication. Doctorat en SIC, qualification en SIC. Donc ça existe tout autant que... Je mets une question un petit peu taquine en fait. Pour vous demander, qu'est-ce qu'on apprend chez vous? Parce que c'est quand même très très large. Je veux dire, la communication, les médias, c'est un spectre qui est absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'on apprend chez vous? On apprend un certain nombre de sujets qui vont être pour certains des sujets un petit peu plutôt de culture générale, mais on va également apprendre les champs d'expertise, les théories de l'information et de la communication, la sociologie de la communication, on va apprendre les théories de la communication politique, par exemple, et j'en oublie, on va apprendre l'histoire de la communication et les médias, on va apprendre l'épistémologie de la communication et des médias. Là, j'insiste sur ces dimensions plus théoriques, plus conceptuelles. Puis on va également apprendre, il y en a d'autres, je ne les cite pas tous, je ne cite pas toutes les dimensions. Oui, ce lien en fait entre communication et médias, comment est-ce que ça s'articule en fait? Parce que ça ne paraît pas si logique que ça en fait. On pourrait dire c'est soit une école de communication, soit une école de médias, mais en plus le mot média, pour le coup être large, c'est large. Alors traditionnellement, il y a eu une dichotomie entre la com et les médias. Donc cette question, elle se posait de manière très forte. Elle continue aussi à se poser. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit qu'il y a une convergence forte entre communication et médias, et les professionnels sont très sensibles au fait que Sciences Com ne soit pas une école, je dirais, doctrinaire sur cette question, mais au contraire, prépare les étudiants à la convergence entre les deux. Alors toi, pour le coup, communication et médias, comment est-ce que tu as senti ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu es allé chercher, cette entre guillemets double compétence, et je mets des gros guillemets, puisque c'est quand même une chose, c'est assez lié. Est-ce que ça se sépare en cours, d'un côté les cours communication, de l'autre côté les cours médias? Comment ça marche? C'est quand même différent. Moi, je venais d'un BTS communication, donc j'avais tout ce qui est stratégie de communication, plan com, j'avais bien fait pendant 2 ans, et j'avais envie d'autre chose. Ok, donc des choses assez opérationnelles. Et, oui, voilà, c'est ça.
Donc stratégique, parce que vous demandez ce qu'on apprend à Sciences Com, on fait beaucoup de réflexions tout le temps, donc c'est apprendre à réfléchir bien, réfléchir vite, s'adapter. Et je te ferai l'objection que dans toute école à peu près normalement constituée, on apprend à réfléchir, on apprend à raisonner. On est sur beaucoup de projets en fait à Sciences Com et c'est pas évident de passer d'un projet à un autre comme ça, en plus des cours. Et ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Sciences Com et on est constamment, on jongle entre la théorie et la pratique, parce que cette année, par exemple, pour le Master 1, on a eu des cours sur plusieurs semaines sur des études quantitatives et qualitatives, et à côté de ça, on avait des micro-agences, donc il y avait un parallèle entre la théorie et la pratique. Et donc, pour revenir à la question, moi, j'avais fait un BTS communication et j'ai pris l'option médias, parce que c'était toutes les techniques médias en termes stratégie, mais aussi d'outils, qui m'intéressaient d'approfondir, comme le fait qu'il y a un atelier radio à Sciences Com, un plateau télé, c'était découvrir ces univers. Est-ce qu'il y a une dimension recherche dans l'école? Oui. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, quand la question a été posée sur l'évolution par rapport à la fusion avec Audencia. La dimension recherche s'est développée à l'école, donc avec le recrutement d'enseignants-chercheurs, donc de personnes qui ont un doctorat, qui ont cette dimension. Et on a en particulier une chaire sur la marque responsable. D'accord, alors ça change quoi, ça, pour le coup, pour les étudiants Parce que je me dis, c'est sympa d'avoir une chaire, c'est sympa d'avoir des enseignants-chercheurs, mais a priori, ça ne m'aide pas forcément à trouver un boulot derrière. Ça aide quand même sur la qualité. Moi, je suis convaincue que ça contribue à la qualité de l'enseignement, de par cette dimension réflexion, capacité de conceptualisation, capacité de mise en perspective. Par contre, il ne faut pas qu'on ait que cette dimension, ça serait une erreur. On ne forme pas des futurs chercheurs en communication, on forme des professionnels de la communication et des médias. Donc c'est important que ces professionnels aient cette dimension conceptuelle, réflexion qu'on vient d'aborder, mais également soient capables de mettre en œuvre. Marie-Cécile parlait des micro-agences. Les micro-agences, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps à Sciences Com, depuis nombreuses années. Sont des commandes. Comment ça marche, cette histoire de micro-agence? La micro-agence, ce sont des projets qui sont confiés par des entreprises, des agences, des médias. Des projets réels? Des projets réels. Donc nos étudiants travaillent sur des projets réels, et quasi exclusivement sur des projets réels. Donc c'est des petites entreprises qui viennent vous voir avec une problématique. Ça peut être des grandes entreprises. C'est quel genre de problématique en fait? C'est ça, c'est des grandes ou petites qui viennent avec une problématique et nous on fait des petits groupes d'étudiants, on est par 10 et on réalise les études quantitatives et qualitatives avec un prof qui nous aura enseigné avant les cours ou pas et avec qui on va essayer de répondre aux problèmes posés. Avec coaching à chaque fois d'un professionnel. C'est ça. Une micro-agence est systématiquement encadrée par un professionnel. La dimension internationale est-elle présente au-delà du semestre à l'étranger? Y a-t-il des étudiants internationaux? Alors la dimension internationale, elle est présente dès le démarrage du cycle master. On a un track anglophone. Donc les étudiants anglophone, c'est une partie des cours sont en anglais. Alors une partie, c'est combien environ? C'est la moitié des cours sont en anglais. Ok, c'est utile ça? On a plus de demandes que de places. Ok, bien. Donc la concurrence, j'imagine qu'il y a de la concurrence. C'est le niveau d'anglais qui est déterminant. C'est le niveau d'anglais, donc c'est quoi? C'est en termes de niveau de TOEIC qu'on rentre ou qu'on rentre pas? C'est le résultat au concours, les notes d'anglais au concours. Combien de personnes demandent combien l'obtiennent? En gros, ce que je veux dire, c'est que si je viens à Sciences Com en me disant chouette, je vais pouvoir faire ce track-là, est-ce que je suis à peu près garanti de l'avoir? Cette année, on a eu peut-être 10% d'étudiants, 10-15% d'étudiants qui ont été déçus. Bon, mais si on a plus d'étudiants qui demandent, on adaptera le cursus. Aujourd'hui, on est sur un track, on l'a démarré à la dernière rentrée. Si la demande fait qu'il faut avoir 2 tracks en anglais, on fera 2 tracks en anglais. Est-ce que ça suffit, ça pourrait être international pour le coup? Parce que les cours en anglais, j'ai envie de vous dire, si vous faites de la comptabilité d'une épicerie, vous le faites en anglais, ça ne vous rend pas forcément international, ça le fait en anglais. Le secteur de la communication et des médias, c'est un secteur qui est également en train de s'internationaliser. Donc la sensibilité à l'international est une demande des entreprises, l'ouverture d'esprit. Les agences peuvent avoir des campagnes internationales à mettre en œuvre. Donc c'est clairement un élément de différenciation pour nos étudiants.
et pour l'école, et c'est un facteur Est-ce qu'il extrêmement y a important. des étudiants internationaux à l'école? C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est est-ce qu'il y a cette dimension internationale qu'on va trouver dans les écoles de commerce, généralement? Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai une amie espagnole qui a fait son année à Sciences Com. L'année dernière, il y avait des Belges. Donc, il y a quand même quelques étudiants qui viennent d'autres universités partenaires. Et là, ça se renforce, puisque à la rentrée, on aura, on sait déjà, au moins une vingtaine d'étudiants étrangers. Oui. Ok, qui vont donc ça commence à grandir, Voilà. grossir, parce Ouais, que pour ça l'instant, fait- comme ça, j'ai l'impression quand même de l'extérieur, c'est assez franco-français pour l'instant. C'est Mais ça vient. francophone sur les étudiants. Ça l'est beaucoup moins sur les enseignements. On vient de citer quelques exemples. On a également des professeurs étrangers, des professeurs permanents qui ne sont pas français, qui ont fait leurs études, qui ont fait leur carrière, une première carrière à l'étranger, qui nous ont rejoints. On accueille également des professeurs visiting, des professeurs étrangers qui viennent enseigner certains cours, certains électifs. On a des étudiants non français qui suivent l'ensemble du cursus. On a par exemple en M2 une étudiante chinoise qui a suivi l'intégralité du cursus. Et on a également de plus en plus d'étudiants internationaux qui viennent pour un semestre d'études, un semestre ou une année d'études à l'étranger. C'est pas Question embêtant. intéressante. Oui. Excuse-moi. C'est pas embêtant d'être à Nantes. En termes de carrière, tout se passe à Paris, non? On en discutait justement tout à l'heure, parce qu'on entend tout le temps... C'est une question, tout se c'est une passe à question Paris. sacrément légitime. On entend ça, mais est-ce que c'est vrai? Oui. Ben, moi, personnellement, je pense que Paris, pourquoi pas, même certainement, mais après... faut pas se focaliser sur une entreprise ou sur la capitale, même si on a une bonne expérience, autant y aller. Parce qu'on peut avoir des très bonnes missions de stage à Nantes. Après, c'est vrai que je peux parler pour moi, mais autant parfois faire son stage dans une start-up ou autre, dans une entreprise nantaise où on va avoir des missions, on va faire des choses qui vont nous plaire, que d'aller à Paris. Parce que moi, je dis ça parce que je le vois en ce moment en étant en stage avec des collègues de Sciences Com, et d'aller à Paris et puis au final peut-être faire moins de choses. Enfin, il faut pas trop s'inquiéter sur ça. En tout cas, c'est mon Alors, avis. généralement, on Même fait son si, stage on le fait généralement dans la région nantaise ou est-ce qu'on va le faire ailleurs? Il y a beaucoup de gens qui vont à Paris quand même. Là, en master, on est peu à être resté sur Nantes. La proportion s'inverse entre le bachelor et le M2. En bachelor, c'est plutôt Nantes. En M2, c'est Paris majoritairement. C'est plutôt Paris? Ok. 60-65% des étudiants font leur stage à Paris. On a des étudiants qui font également leur stage à l'international, 10-15%. Et puis, Du coup, est-ce que ça joue pas d'ailleurs? Parce qu'il y a quand même une certaine proximité avec les entreprises d'une école. Pour le coup, la proximité que vous avez avec Paris, il y a quand même un petit paquet de kilomètres entre vous. Est-ce que 2 heures de TGV pour Certes, venir à bon, c'est vrai Nantes, qu'il y a toujours l'argument du et TGV. un quart d'heure entre la gare et l'école. Oui, On peut mettre plus de temps à traverser la région parisienne certains jours. c'est pas complètement faux, mais Voilà. laissez-moi faire de la mauvaise foi jusqu'au bout. Et dans le TGV, on peut travailler confortablement. On peut travailler. Ok. Non, sérieusement, est-ce que c'est une question qui se pose? Est-ce que c'est bien raisonnable de venir à Nantes pour venir faire une école de communication quand il y en a quand même à Paris? Alors, vous allez me dire qu'il faut vous choisir. Alors, Pourquoi vous choisissez-vous d'ailleurs? On nous choisit pour la qualité de l'école, on nous choisit pour la qualité du réseau, on nous choisit pour l'insertion professionnelle, on nous choisit également, je pense, pour la ville. Nantes est une ville C'est vrai que c'est dynamique. sympa. Vous avez un éléphant en bois. Ouais. Oui. Ça, c'est une raison à soi seule pour venir à Nantes. Non, sérieusement, un mot sur Nantes rapidement. C'est une ville vraiment sympa. Moi, j'étais rennaise à la base. Et Nantes, c'est beau, c'est aéré. Niveau culture, on s'ennuie pas. Il y a des expos à droite à gauche. Et il y a l'île de Nantes également, qui est... Où seront vos nouveaux locaux? Sur l'île de Nantes. Média Campus, Ouais. où il y a également beaucoup de choses. Et puis en fait, pour rebondir sur la question, à Nantes, par exemple, pour parler de ma section dans les médias, mais même en institutionnel ou en marque, mais niveau milieu des startups et univers numérique, il se passe énormément de choses. Il y a tout, il y a vraiment, il y a Atlantique 2.0, où il y a la cantine numérique. De En fait, quoi on parle, Atlantique 2.0? Ouais, pardon. En fait, c'est une entité où il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent et dont des jeunes startups et qui se retrouvent à la cantine numérique à Nantes. Donc, il y a beaucoup de cantines numériques en France où là, justement, pour des étudiants qui cherchent des stages, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont à la recherche d'étudiants à Sciences Com. Et il y a le Web Today, on a eu une Media Lab session l'année dernière avec Romain Saillet. Au niveau vraiment... donc ça bouge, mine de rien. Je veux dire, moi, je trouve que ça bouge beaucoup. Ouais. Pour le digital, beaucoup disent que Nantes est la deuxième ville après Paris.
On accueille là, début juin, et d'ailleurs Sciences Com est partenaire du Web Today. Le Web Today, c'est une des plus grosses manifestations, après Paris, c'est la plus grosse manifestation sur le digital, le numérique en France aujourd'hui, avec une dimension internationale qui est très forte. Question suivante. Faire un master Sciences Com quand on est professionnel, c'est vraiment jouable, c'est pas trop dur de trouver un stage. Est-ce que vous acceptez les professionnels? Oui, on accepte les professionnels. On en a chaque année 1 ou 2 par programme, donc c'est pas un nombre très important. Donc on peut venir en tant que professionnel faire seulement le M2 par exemple? Oui, Okay. oui. Alors après, on passe le concours, puisque tous les étudiants qui rentrent à Sciences Com passent le concours, mais on a chaque année des professionnels. Généralement, c'est jusqu'à quel âge, je veux dire globalement? Parce que la com, je me dis honnêtement, se pointer à 40 ans dans un... Enfin, ça doit pas être facile. J'ai un très bon exemple, un exemple en tête d'une personne qui a fait la formation l'année dernière, qui était professionnelle, qui était dans cette tranche d'âge et qui était en CDI avant sa diplomation sur un nouveau poste en com. Donc pour le coup, pour la question du stage, c'est pas problématique? Non. Après, on est sur des profils, des gens qui sont très motivés. Je dirais quand on fait un choix à 30, 35, 40 ans de changer de parcours, de faire une évolution professionnelle significative, on sait pourquoi. Et nous, ça, on va le vérifier aussi en entretien. Question suivante. Qu'est-ce qu'il se passe si je suis avec un tocard à l'entretien collectif? Moi, je peux parler de mon entretien collectif. Juste, entretien collectif, il faut qu'on arrive à situer les choses. Donc, en fait, il y a un écrit, on l'a dit, et ensuite, à l'oral. Ensuite, il y a un collectif où on va être, moi je crois qu'on était 6, il me semble, oui. Et il y a un professeur de Sciences Com qui nous observe en fait, dans nos échanges. Et un diplômé. D'accord. Juste pour situer vraiment, je me peux permettre d'interrompre, donc il y a un entretien individuel, un entretien collectif. Et un oral d'anglais. Et un oral d'anglais. Oui. Ok, donc ça c'est la même pondération pour les 3? Non, 6 pour l'entretien individuel, 2 pour l'entretien collectif et 2 pour le... quand même l'individuel qui mène la danse. L'individuel est primordial. Bien, et ensuite, au collectif, donc nous disions... Oui, j'avais parlé de mon expérience pour parler du tocard. Si on est avec une personne qui nous pose problème, j'imagine que c'est ça la question. Moi, donc on était 6 et il y a 1 ou 2 personnes qui ont vraiment monopolisé... l'attention en fait qui moi je me suis complètement effacée alors d'habitude je vais plus prendre les devants et en clair je n'ai pas dit un mot de tout mon entretien collectif donc du coup je pensais vraiment que là-dessus c'était ok donc c'est pas et en fait j'ai jamais vu les 2 personnes qui ont pris la parole tout le temps et ça enfin il faut pas s'angoisser. Vous les avez pas vus à l'école? Non je les ai jamais vus à l'école. Ça peut laisser penser qu'on les a pas. Et je sais pas mais en tout cas je les ai pas vus à l'école et si voilà par vous les avez pas enterrés dans le jardin quelque part derrière. Non, on n'a pas fait ça, mais il est probable qu'on les ait pas pris. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas avoir peur d'une personne qui pourrait nous porter préjudice, toujours entre guillemets, parce que il faut prendre la parole, enfin, il faut être à l'aise, il faut prendre la parole si on juge que c'est bon de la prendre. Et puis, il faut être naturel. C'est juger nos interactions. Face à quelqu'un qui... peut-être justement laisser parler la personne et si on n'arrive pas à en placer une comme c'était le cas par exemple pour moi, on ne parle pas et puis c'est les personnes qui vont juger. Après on peut aussi dire, alors c'est compliqué en situation d'entretien parce qu'on est en situation, les étudiants sont en situation de stress, mais on peut dire, enfin un conseil si on est face à cette situation, et moi qui ai été jury très récemment sur un entretien collectif, j'ai eu un cas de ce type, enfin quelqu'un qui clairement a... je ne vais pas dire porter préjudice aux autres, mais qui a été une vraie difficulté pour le groupe. Parce qu'on a eu droit à tous les poncifs, il coupait la parole, il n'y avait aucune valeur ajoutée dans ce qu'il disait. Et les autres ont été déstabilisés. Okay. Mais on peut être dans cette situation, prendre la parole, demander à la personne de laisser parler les autres, et puis s'exprimer. Votre grille de notation d'ailleurs, c'est sur quoi que vous notez en fait? Ça sert à quoi? Alors l'entretien collectif, ça nous permet de tester la capacité à travailler en équipe, donc capacité d'écoute. Alors pour le coup, si on a une personne qui parle tout le temps, si on écoute tout du long, en fait, on va avoir tous les points en capacité d'écoute. C'est j'ai une bonne note. Ok, donc capacité d'écoute. Capacité d'écoute, l'interaction avec les autres, la qualité, puisqu'il y a une question qui est posée, donc la qualité des interventions, est-ce qu'il y a du fond, est-ce qu'il y a de l'argumentation, est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'il y a une manière de se préparer à cet entretien-là d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'on y va un petit peu à la bonne franquette avec le risque de se faire tirer dessus? C'est ce qui... mon impression, c'est que c'est à l'oral, l'épreuve qui intrigue le plus,
et qui stresse le plus les candidats. On ne peut pas vraiment s'y préparer. Enfin, moi, je m'y étais pas préparée à cette... Donc on y va, on est entre guillemets le plus naturel possible, enfin avec tous les guillemets qu'on peut mettre au naturel, parce que quand on est jugé et que... Oui. Il faut s'exprimer, il faut se donner le droit de parler si on a quelqu'un qui ne vous autorise pas à parler. L'erreur à pas faire? Monopoliser la parole et dire n'importe quoi. C'est peut-être ça, justement, oui, monopoliser la parole, ou justement, au contraire, ne pas oser s'imposer. Enfin, c'est dur, mais c'est un peu... pour être bien, c'est il faut être entre les deux, savoir écouter et puis interagir. Question suivante. Pouvez-vous m'en dire plus sur la semaine de projet en début de ME2? Je m'intéresse particulièrement à la communication de crise. Est-ce qu'il y a la possibilité de se spécialiser dans ce domaine? Alors, on n'a pas de spécialisation dédiée à la communication de crise. Est-ce qu'il y a des électifs? Par contre, il y a des électifs sur communication sensible, communication de crise, également sur les relations presse. Donc, il y a des cours et des électifs qui vont permettre d'acquérir une spécialisation sur ce domaine. Semaine de projet en début de M2, de quoi on parle? Alors, on a pour chaque programme, il y a un séminaire d'intégration. Chaque début d'année, il y a un séminaire d'intégration. Et le séminaire d'intégration du M2 est consacré à ces questions de communication de crise. Donc là, les étudiants ont une crise, une entreprise, une agence qui aurait un exemple de communication de crise. Et les étudiants vont travailler pendant une semaine sur le sujet en mobilisant différents outils. Donc quand on parle de séminaire d'intégration, en fait, comment ça se passe? On fait que du travail toute la journée ou est-ce qu'on s'amuse un petit peu quand même? On apprend à faire connaissance, on discute beaucoup forcément quand on est tous un peu anxieux entre guillemets quand on commence une année scolaire. Donc c'est un mélange de travail et de discussion, mais on en a tous des bons retours. Donc c'est un moment important dans l'année. Bilan globalement positif donc. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée. Qu'aurais-je appris en revenant de Nantes? Ok, c'était facile, il fallait vous la faire. En revenant de Nantes, on aura tout appris sur la com et les médias et on sera un très bon professionnel et prêt à avoir sur tout ce qu'après ce qu'on prend à apprendre à Bac plus 5. Quand vous y allez, ok, d'accord. À Bac plus 5. Ouais. C'est une question, qu'aurais-je appris en revenant de Nantes? Qu'aurais-je appris en sortant d'une formation, quelle qu'elle soit? Donc c'est un peu compliqué d'y répondre, mais du coup, moi, je vais dire ce que moi, j'ai appris pour le moment à Sciences Com. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est réflexion, la production de contenu, qui est quand même important, et puis c'est pour ça aussi qu'on fait des études de communication, l'adaptabilité et le travail de groupe. Et après, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est important, surtout quand on fait ces études-là, en fait, de compléter toujours, même si on est vraiment, il y a le concret et le théorique, comme je disais tout à l'heure, mais à côté de ces études, compléter à chaque fois ce qu'on apprend par un travail associatif ou autre, comme beaucoup d'étudiants en communication peuvent faire et qui est toujours intéressant. Alors, c'est une question décalée, on y a répondu de manière pas du tout décalée, extrêmement classique, c'est absolument terrible. On va vous en poser une deuxième de décalée. On a passé du mot. Je dirais la capacité de travail aussi. Mais ça reste classique, c'est encore, c'est pas une question, c'est pas une réponse décalée. Okay, il travaille beaucoup. Moi, je suis admirative des étudiants. C'est vrai qu'on travaille très tard et là, on est tous en stage et ça fait bizarre de terminer ces journées à 19h. Parce que quand on est à Sciences Com, on termine pas les journées à 19h. Mais bon, peut-être que c'est sans doute pareil dans les autres études, mais voilà, on travaille beaucoup, oui. Est-ce qu'on peut faire le projet l'Express et Télé-Nantes? Merci. Alors, non. Non, et c'est impossible humainement, en fait, déjà. Mais déjà, de quoi on parle, pour commencer? Alors, le défi l'Express, c'est un défi journalistique organisé depuis 26 ans par le groupe l'Express, qui implique 10 étudiants de Sciences Com. Donc pareil, c'est sûr, faut faire une aide de motivation. Il y a 14-15 écoles qui participent? Oui, en moyenne 14 écoles. Et donc il y a 10 étudiants de Sciences Com qui participent à côté de leurs études. Et c'est un projet où de A à Z, on doit créer un supplément magazine sur la ville de Nantes. Donc cette année, on a fait un supplément sur les sports d'élite à Nantes. Et donc c'est très prenant parce que ça implique tout le travail d'un magazine, c'est-à-dire de trouver les publicités, rédiger les articles. Il y a un gros travail sur le web. Moi, spontanément, elle m'évoque cette question-là. C'est quelque chose, j'ai envie d'élargir, c'est quoi le rapport avec le journalisme?
Le lien entre communication et journalisme, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde sur votre site internet pour savoir où vont les étudiants ensuite, on observe que voilà, journalisme, c'est quelque chose qui existe. Ben, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est qu'à Sciences Com, comme on le disait, il y a beaucoup de production de contenu. Donc en fait, on est amené, si on veut en tout cas, à peaufiner un peu, à écrire beaucoup. Et un étudiant qui voudrait... moi, par exemple, mon stage, là, c'est du journalisme que je fais. Je ne suis pas dans un stage de com, je suis dans une rédaction économique et je fais des articles. Et puis, c'est un travail de journaliste. Pourtant, je suis à Sciences Com et je ne fais pas de la stratégie communication. Après, ça dépendra à la sortie des études de vraiment ce que veut l'étudiant, mais c'est Est-ce que la porte du journalisme se ferme automatiquement en faisant Sciences Com? Est-ce qu'en faisant une école de communication, est-ce que c'est possible, mine de rien, d'évoluer vers ce genre de... Si on regarde le nombre de nos diplômés qui sont journalistes, la réponse c'est possible d'être journaliste à la sortie de Sciences Com. Et Télénantes? Télénantes, c'est un nouveau projet qui a eu cette année. C'est un peu le même principe que l'Express. Je pourrais peut-être pas en parler autant parce que moi j'ai participé au projet de l'Express, donc je suis à fond dans l'Express. Et Télénantes... Alors Télénantes, c'est la Télénantes. Donc Télénantes est un partenaire privilégié de Sciences Com. On héberge le plateau de télé, le plateau professionnel de Télénantes. Le plateau, c'est chez vous? Dans nos locaux, c'est chez nous. Concrètement, ça change quoi pour les étudiants? Ça, mis à part pouvoir regarder, c'est amusant de voir les gens parler. C'est de pouvoir... Assistana plateau. On nous propose très souvent d'être assistant plateau, donc après les cours, d'aller dans les studios, dans les studios et... On a des cours qui utilisent le plateau, on a les étudiants qui vont travailler avec des journalistes. Cette année, on a lancé la Télénantes Academy, donc c'est la première expérience de social TV pour une télévision locale, régionale en France. Donc les étudiants ont travaillé sur la stratégie digitale et tous les soirs, on avait une équipe d'étudiants qui était présente pour l'enregistrement du direct à 18 h et qui animait le web en lien avec l'émission qui était en train d'être enregistrée. Quel est le premier métier classique en sortant de Sciences Com, s'il y en a un? Chargé de communication. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, chargé de com. Chargé de com, a priori, mais ça paraît pas complètement après, fou, chargé de com, oui. Après, on peut être chargé de com après un BTS ou même sans, mais bon, je sais pas s'il y a un métier classique, il y a tellement de... Chargé de com, responsable de com, c'est un métier qui va être occupé par 40-50% de nos étudiants à la sortie de l'école. 40-50% environ. Après, sachant qu'aujourd'hui, la dimension digitale est très présente. Alors est-ce qu'on la retrouve dans les cours, ça, pour le coup? Est-ce que c'est une... Ah ben, c'est en transversal, là. Bah, moi je suis en média donc complètement en fait, mais c'est parce que c'est toutes les spé. Mais dans les autres spécialisations aussi, mais on a toujours des projets en lien à ça et on nous propose toujours des conférences. Alors quel est l'intérêt en fait de faire un master à Sciences Com si de toute façon avec le bachelor je peux aller faire chargé de com quelque part? Pourquoi est-ce que je vais faire 2 ans de plus? On ne sera pas sur le même niveau de poste et on ne sera pas sur le même type d'entreprise, le même type de structure et on ne se destinera pas à la même évolution professionnelle. D'accord, donc on imagine qu'on marque quand même quelques points en faisant un master. Ça ouvre véritablement des portes? Aujourd'hui, on a un standard à Bac+5. Et nous, on est positionné sur ce standard à Bac+5. D'autres écoles ont d'autres positionnements, mais le nôtre, c'est un positionnement à Bac+5. Est-ce qu'il y a plus de chances de rentrer dans le master en fonction de la session choisie? Non, puisque nous testons les candidats selon les mêmes critères. De quoi on parle? Session, de quoi on parle? Il y a plusieurs sessions de concours. Il y a 3 sessions de concours. 3 sessions de concours, voilà. Donc là, il est en train de se dérouler la 2e session. La dernière session aura lieu en juin, date limite d'inscription le 2. Et donc, les chances ne diffèrent pas selon les sessions de concours. Ok, donc c'est pas parce qu'on arrive sur la première session qu'on a plus... A priori, on se dit quand même que, je sais pas, c'est comment est-ce que vous organisez ça? Ça veut dire que vous donnez votre réponse seulement à la fin pour tout le monde? Non, c'est que les critères, on utilise les mêmes épreuves. Les sujets sont différents, mais même nature d'épreuve, même critères. Un candidat qui est de qualité sera admis, quelle que soit la session. Un candidat qui n'est pas de qualité, selon nos critères, ne sera pas admis. Donc, mais de fait, est-ce qu'on n'a pas un calcul à faire en se disant je vais essayer de plutôt faire au début, plutôt à la fin? Après, je dirais, la première et la dernière session sont les sessions qui attirent le plus grand nombre de candidats. Voilà. Alors après, il y a aussi des questions de programme d'études. Des étudiants vont préférer d'avoir terminé leurs examens dans leur cursus révisé, existant, qui se disent, je vais repousser encore un petit peu, qui se disent je vais attendre le plus tard possible pour passer le concours. Quand on passe le concours en juin, on a autant de chances que quelqu'un qui l'a passé. Donc les pourcentages, en fait, c'est les mêmes sur les 3?
Quels sont les nouveaux cours prévus pour l'année prochaine? Alors, on a une innovation importante à partir de la rentrée, c'est qu'on lance une spécialisation en apprentissage, manager en stratégie digitale. Donc là, on a des nouveaux cours qui vont être développés. On est également, alors, je ne vais pas trop en dire parce que c'est encore en cours de développement pour la rentrée, mais on est en train de travailler également sur des parcours. Il y a une demande des étudiants. Les parcours, ce serait un niveau supplémentaire de spécialisation. Par exemple, ça veut dire spécialisation plus profonde ou plus de temps sur la spécialisation? Non, spécialisation plus profonde, par exemple en communication politique, communication RSE, communication publique, brand content. Bon, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? Vous avez les moyens de faire ça ou est-ce que ce sera juste 2-3 cours électifs? Non, on est en train de s'organiser pour que... On vous repose la question l'année prochaine, Valérie. La question du manager dans un... C'est quoi? C'est stratégie numérique? Oui, en stratégie digitale. Ça, c'est donc exclusivement en alternance? Oui. C'est quoi? C'est de l'apprentissage? C'est du contrat? C'est de l'apprentissage. Ok, donc ça, pour le coup... C'est la dernière partie du M2 qui peut se faire sous la forme de l'apprentissage. Donc les étudiants partent en semestre d'études à l'étranger, septembre-décembre, et à partir de janvier, et donc les 12 derniers mois du M2 peuvent être faits sous la forme de l'apprentissage. Ok, d'accord. Mais alors l'apprentissage, ça veut dire c'est seulement dans cette filière-là ou est-ce qu'on peut le faire aussi sur d'autres filières? Non, c'est que dans cette filière-là. Ok, donc j'ai envie de faire média, par exemple, en apprentissage, c'est pas possible? Aujourd'hui, non. Ok, bien. Donc ça... Non, parce que l'apprentissage, c'est un système un peu complexe qui est piloté par les régions, qui est soumis à autorisation. Donc aujourd'hui, on a l'autorisation... Donc si on a envie de faire en alternance, donc c'est, on a dit, sur les 6 derniers mois? Les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois, ok. Donc, là, on devient salarié sur les 12 derniers mois de son cursus. Et on ne paye pas les frais de scolarité? Et on ne paye pas les frais de scolarité. Donc première année normale, entre guillemets. Voilà, alors pour le coup, on fait quoi comme spécialisation sur la première année? On peut être... Les trois spécialisations peuvent convenir. Ok, donc on fait 3 spécialisations et ensuite on part vers le digital si on a envie. Digital en spécialisation sur la dernière année. Ça veut dire que si on a envie de faire du digital, il faut absolument passer par là ou est-ce qu'on va quand même avoir un petit peu de digital dans le reste? On a du digital dans les 3 spécialisations. Oui, enfin, rassurez-vous. Là, on a un format qui a été spécialisé, puisque l'apprentissage, on n'est que sur des filières pour nous spécialisées. Donc on a fait le choix que l'apprentissage renforce sur le digital. On a une forte demande des entreprises sur des profils de community management et les sections d'apprentissage doivent correspondre à un besoin très fort du marché. Donc on vous reposera la question l'année prochaine pour savoir si ça a bien marché. Bien, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. On sait que vous avez un train à prendre, donc on va vous laisser repartir. On vous libère déjà. On avait plein d'autres choses à dire. Un mot de conclusion, Marie-Cécile, dernière chose qu'il faut dire sur le master, le cycle master de Sciences Com, dernière chose qu'on n'a pas dite et qu'il faut absolument dire. Absolument dire, c'est les rencontres, c'est les projets, Sciences Com, ça passe très vite. Et après, c'est rétrospectif, mais on se rend compte vraiment de l'apport de la formation, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est adaptabilité. Et oui, faut être curieux de toute façon pour faire ses études, mais la curiosité est largement comblée quand on passe par Sciences Com. Valérie, dernier mot, les choses qu'on n'a pas dites. Les choses qu'on n'a pas dites. Cri du cœur, dernière chose qu'on doit absolument... Une école innovante. Innovante. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par innovant? On est une école qui a la capacité à faire évoluer rapidement ses programmes. Quand on a parlé des parcours, les parcours ils seront en place à la rentrée. On est en train de travailler dessus, ça sera en place à la rentrée. Ça veut dire que vous vous adaptez en fonction des demandes des entreprises? On a la chance d'être sur un secteur qui évolue, qui a fortement évolué, qui continue à fortement évoluer. Les besoins des entreprises, des agences, des médias continuent à bouger fortement. On a la capacité aujourd'hui à mettre en place des contenus nouveaux. Si je continue sur les médias, data journalisme, marketing rédactionnel, journalisme en mobilité par exemple. On a des choses assez rigolotes et assez originales qui vont se passer au moment du Web Today. Les étudiants ne sont pas au courant, on ne va pas en parler, mais on est capable, l'innovation fait partie de l'ADN de Sciences Com depuis sa création et ça continue à être le cas. On vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Ok, vous avez fait passer l'oral au cycle master de Sciences Com. On vous remercie pour l'ensemble de vos questions et on vous dit à très bientôt sur Campus Channel. Merci.